C'est quoi là où les missions les plus insolites qu'on t'ait demandé ou qu'on ait demandé à tes assistantes? C'est déjà arrivé des clients qui attrapent de maladies. Sexuellement transmissibles? Ouais, Ok. qui demandent à l'assistante de. T'étais freelance assistante, donc au début à 3,50 € de l'heure. Et maintenant, t'as un business qui fait quasiment 1 million par an. T'avais de la vision cette Pas du vie? tout. Moi, tout ce que je voulais, c'était me payer un salaire en étant libre. Quand j'ai commencé, je pensais que personne me payerait plus qu'un SMIC. C'est quoi la plus grosse connerie que t'aies faite pour un client? Échanger les cartes de crédit de clients. On peut dire qui c'est? C'est toi. On va continuer le jeu. Est-ce que les entrepreneurs mentent? Oui, sur les réseaux sociaux. Est-ce que moi je suis un menteur? Alors, Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Rois du Scale. Aujourd'hui, j'accueille la star mondiale Maddalena Martini, la personne la plus connue dans le monde de la francophonie sur les assistantes virtuelles. Maddalena, je suis désolé, je vais devoir te poser une question. Est-ce que tu peux aujourd'hui te présenter? coucou Tib, merci de m'avoir invité. Je suis Maddalena, j'ai une agence d'assistantes virtuelles. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a un peu moins que 4 ans en tant que freelance. J'ai monté mon agence il y a 3 ans. Aujourd'hui, je place des assistantes chez des CIO, des agences marketing, des solopreneurs. Et à côté, j'ai développé aussi avec Diane une communauté payante pour devenir assistante virtuelle qui s'appelle la VA Academy. Très clair. Alors, pour les auditeurs, en fait, je vais parler un peu de notre relation. On a commencé à... Donc, moi, je travaille avec Maddalena, avec l'agence VA World. Et tu te rappelles de notre premier appel? Donc, c'est toi qui m'as dit que c'était à Noël. Oui. Noël 2021, 25 décembre 2021. Et à l'époque, il se passait beaucoup de choses. Toi aussi, il se passait beaucoup de choses. À l'époque, tu étais freelance assistante. Et en fait, entre fin 2021 et aujourd'hui, tu as multiplié par je sais pas combien ton nombre de clients. Aujourd'hui, t'es monté jusqu'à 140 clients, je crois. Ouais. Plus maintenant la VA Academy. Et tu vois, en fait, moi, quand j'ai fait appel à des services, c'était avec Elliot Meunier. Je lui ai dit, j'en peux plus, j'ai trop de trucs, trop d'automatisation à faire, je peux plus faire les trucs tout seul. Il me dit, prends une assistante virtuelle. Alors, on met ça au féminin parce qu'il me semble que 99,9% des assistants sont des assistantes virtuelles. Oui. Donc, on féminise le terme. J'ai fait appel à toi. Je t'ai découvert grâce à tes commentaires sur mes posts LinkedIn. Et quelle évolution à l'époque, tu facturais, je sais plus combien tu facturais, 4 € de l'heure. Et 16 euros. 16 € de l'heure. Et maintenant, alors maintenant, si on veut, toi, t'avais en assistante, c'est 200 € de l'heure, c'est ça? Pour moi, en tant qu'assistante, 200 euros de l'heure. Mes assistantes, elles sont à 80 euros de l'heure. Mais tiens, commençons par ça. Ça les fait pas tousser, les gens, de se dire... Ah, mais je pourrais outsourcer une assistante au Vietnam à 4 € de l'heure. Et pourquoi je leur dis, allez-y, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'ai essayé. J'ai essayé de sourcer des assistantes à 10 € de l'heure. Je n'ai pas trouvé la qualité que je voulais, les personnes que je voulais. C'est pour ça que je me suis très vite nichée dans le high-ticket. J'adore travailler avec des assistantes, des freelances passionnés, qui ont le même mindset que moi, qui ont la même ambition que moi, la même envie de liberté que moi, qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, par le business, qui écoutent des podcasts, qui vont participer à des masterminds, rencontrer d'autres personnes, bien s'entourer. Je vais travailler avec des gens comme ça. Des personnes comme ça, d'habitude, ne facturent pas 10 € de l'heure. Tu fais encore des missions, toi donc maintenant, toi, tu es CEO de l'agence. Est-ce que tu fais encore des missions de... Non, j'ai arrêté les 2 missions, les seules 2 missions que j'avais gardées avec toi et avec, je peux le dire, ouais. et avec Théo Lyon. Et c'était les 2 clients à qui... tu voulais me dire je tenais à qui je tenais le plus. J'avais du mal à arrêter cette mission. Je l'ai arrêtée uniquement parce que je voyais que j'avais plus le focus nécessaire en fait pour être assistante. Ouais. Donc en fait, t'es passé de freelance à maintenant je dirige mon agence en fait. C'est quoi le modèle économique? Comment tu te rémunères en fait?
je fais de la sous-traitance. Donc, je ne fais pas de la mise en relation. La sous-traitance, ça veut dire que l'assistante me facture à moi son tarif horaire, je rajoute une marge et je revends au client. Quelle marge? La moyenne, 33%. Mais elle n'est pas fixe. C'est-à-dire que moi, j'ai un taux horaire de vente qui est fixe à 80 € de l'heure pour les 10 premières heures du mois. Après, ça passe à 60. Et la marge que je me prends, ça peut varier entre 45 et 5%. Ça dépend du tarif horaire de l'assistante. Et ok. Et aujourd'hui, donc, tu as deux pistes de sourcing. Tu dois à la fois sourcer donc, des assistantes et tu dois aussi sourcer tes clients. Donc, sur ces deux parallèles, comment tu sources tes clients? C'est-à-dire comment tu fais ton acquisition et comment tu sources tes assistantes? Même stratégie, même canal, inbound marketing sur LinkedIn. C'est la même chose. J'ai créé du contenu qui attire et les assistantes et les clients. J'ai créé des posts LinkedIn depuis le tout début. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'était la meilleure décision business que j'ai prise. Oui, commencer à poster de façon régulière, 2-3 fois par semaine. Et dès le début, j'ai commencé à écrire des posts. Toi, tu avais vu mes posts, c'était le seul peut-être, mais j'avais commencé à écrire des posts dès le début sur des podcasts Joe Rogan, des podcasts américains. Je parlais beaucoup de Naval Ravikant et des livres qui m'avaient changé la vie, Company of One et tout ça. Et petit à petit, juste, je ne connaissais pas les codes, je ne me suis pas formée, je n'ai pas regardé de tutos. J'ai juste continué à écrire. Et moi, je regardais tes posts et j'essayais de faire pareil, d'imiter un style clair, direct, et parler des choses et varier les sujets, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'attire des assistantes qui ont le même mindset que moi et aussi des clients qui m'apprécient, qui aiment bien ce que je dis et qui veulent bosser avec moi et qui limite, ils savent qu'ils veulent bosser avec mon agence avant même de connaître le prix. Ouais. C'est un problème le prix aujourd'hui, de fait, parce qu'en fait, t'es l'agence la plus chère en francophonie quasiment. Je dirais que ça commence à devenir un souci. Parce que j'ai aussi augmenté. Avant, j'étais à 60 € de l'heure jusqu'à la fin de l'année dernière. Et donc, je dois me mettre un peu plus de fort dans ma stratégie. Peut-être moins me concentrer sur les solopreneurs, les formateurs en ligne qui viennent de se lancer et chercher plus des clients internationaux qui font de gros chiffres. Aux US, c'est combien les assistants, les donnas? Mais là, par exemple, aux États-Unis, moi, j'ai commencé à sourcer quelques assistantes aux États-Unis. Je n'ai pas encore commencé à travailler avec elles, mais les top assistantes, j'en ai déjà trouvé à 80-100 € de l'heure. Okay. Et en Suisse aussi, je vais trouver 2 profils en Suisse avec qui j'aurais aimé travailler. Elles étaient à 150 € de l'heure. Ok. Et pour moi, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que je sais qu'il y aura toujours des gens. Je peux trouver des clients qui ont des gros budgets, qui sont prêts à payer même 200 € de l'heure si j'ai les bons profils d'assistante. C'est juste qu'il faut savoir contacter et savoir comment closer ce type de clients. Là, j'ai closé mon premier client en fonds d'investissement en Californie. Ok. Comment ils t'ont découvert? LinkedIn. Mais tu postes en français? Oui, alors lui, il parle français. Après, j'ai quelques clients qui m'ont contacté, qui ont la traduction. Ça existe? Je pense qu'ils voient les posts traduits. Ouais. Ok. Et très bien. On va faire un petit jeu, ok? Mm-hmm. C'est quoi la plus grosse connerie que tu aies faite pour un client? En tant qu'assistante? Les deux, en tant qu'assistante. Alors, toi, et la plus grosse connerie qu'une assistante ait faite? Alors, les plus grosses conneries en tant qu'assistante, je pense que... je sais pas si... je pense que je suis la seule à avoir fait ça, mais pas seulement je l'ai faite, mais je l'ai avoué publiquement dans un post LinkedIn et j'ai dit que j'avais échangé les cartes de crédit de 2 clients. On peut dire qui c'est?
c'est toi et Théo. Ouais. Et donc, je vais payer une location de voiture avec la carte de crédit de l'autre client. Et là, j'ai hésité pendant 24 heures. Je me disais, est-ce que je le dis? Vu que c'est moi qui vois les comptes bancaires, qui j'ai les relevés, peut-être que si je dis rien, ils ne le verront pas. Et j'ai bien fait de le dire, de l'avouer, parce que en fait, les deux personnes l'ont vu et les deux personnes ont remarqué la transaction et ont trouvé ça bizarre, surtout parce que toi, tu n'as pas de permis. Ouais. Tu t'es vu une location de voiture sur ton compte. Donc voilà, c'était ça. Et aussi, une fois, j'ai oublié de donner le code d'entrée d'un Airbnb. Et donc, le client il s'est retrouvé dans la rue à 4 heures du matin. Et moi, je dormais. Et donc, il est resté dans la rue jusqu'à 8 heures. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y On peut avait que dire moi qui qui c'est? avait le code. Je sais pas. Avec- Théo, excuse-moi. Ah, c'est Théo? Ouais. Ah, mais Ouais. Théo, tu l'as enchaîné, hein? Ouais. Je me rappelle, je vois un moment une Mm. transaction Sixt. Je me dis, qu'est-ce que c'est Sixt? Mm. C'est des voitures. Je vois une transaction de Mm. plusieurs centaines d'euros ou milliers d'euros. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Bon. Mais une fois même, j'ai fait un virement vers mon holding depuis ton compte, je crois. J'ai fait quelque Ah chose bon? comme ça et je t'ai remboursé tout de suite. Tu te rappelles pas? Ah, je sais plus. Ouais. Non, mais, ouais. Mais moi, je ne suis pas très focus. Déjà, j'en trouve de l'attention. Je peux en faire plein de, Mais c'est normal des de faire petites des choses erreurs. comme ça. Ouais. Il y a une phrase de Napoléon Hill, j'en parlais avec Vanessa qui a fait donc une des assistantes qui a fait une connerie. Et à un moment, elle me dit, mais tu continues à bosser avec moi malgré cette énorme connerie. Il y a une phrase de Napoléon Hill, je crois que c'est dans Grow Rich ou je sais pas quoi, il raconte une histoire. Et donc c'est une vieille histoire. En fait, il a une de ses assistantes qui fait une connerie à $10,000. Et là, son associé lui dit, on la vire. Il a dit, mais je vais pas la virer, je viens de la former pour $10,000, tu vois. Ouais, je suis complètement alignée avec ça. Et moi, j'ai compris très tôt ça. Et je suis vraiment OK quand mes assistantes font des erreurs. C'est Guillaume Aubèche, en fait, qui m'a appris ça. Donc, très tôt, au tout début, j'avais fait des erreurs dans la gestion de ses emails. Il était toujours super cool. Je faisais des erreurs. Il me disait, tu as fait une erreur, tu aurais dû parler comme ça à ses clients. Et il me faisait réparer l'erreur. C'est-à-dire, je ne veux pas que ça soit moi qui contacte le client en disant, excuse-moi, c'est mon assistante qui a répondu, donc tu n'aurais pas dû... excuse-moi, je n'ai pas fait attention. Non, il disait, assume ta responsabilité. C'est toi la responsable. On the shit. On your own shit, ouais. Et donc, il me faisait écrire un email en disant... pas vraiment s'excuser. Déjà, s'excuser, souvent, en fait, on ne te demande pas de t'excuser. On te demande juste de own tes erreurs. Et donc, il me faisait réécrire un email au client avec mon nom. Tu as travaillé avec Guillaume Aubèche quand même. Ouais. Comment il t'a découvert? Alors, lui, je crois que c'est le seul que j'ai démarché. Moi, au début, quand je me suis lancée en freelance, j'ai passé 2h30 sur LinkedIn tous les jours. J'ai posté un post. J'ai laissé des commentaires et j'ai félicité les gens en DM. J'ai regardé l'interview, j'allais sur le profil et je leur disais super interview, j'ai bien aimé quand tu as dit ça, j'ai appris ça et ça et ça. Et c'est tout. Je ne vendais rien. Ce n'est pas des messages de prospection. Et ça a très bien marché. Et ça t'a amené des clients? Ouais. Ok. Et je crois que Guillaume Aubèche, je lui ai juste écrit un premier message juste en le félicitant pour ses vidéos YouTube. Tu travailles encore avec lui? Non. Pourquoi? Il a pris... parce qu'à un moment, il m'a demandé de monter à Paris, en fait. Et moi, je quitte pas la nature pour un job. C'est vachement intéressant parce que, en fait, tu parles beaucoup de LinkedIn, mais j'ai l'impression que tu vis ta meilleure vie sur Instagram, en fait. Oui, et encore. J'ai envie de m'éclater encore plus sur Instagram. Ouais. Et tu fais beaucoup de posts sur la Côte d'Azur. Oui. Parce que tu vis sur la Côte d'Azur. C'est une de ma passion, mais en fait, c'est que le fait, c'est que le business, c'est qu'une partie de ma vie. C'est qui est rare à trouver chez des entrepreneurs passionnés comme moi. Mais moi, c'est une de mes passions. Et je suis passionnée de plein de choses et j'ai envie de partager plein de choses. J'ai envie d'être très variée, riche. Donc, j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à partager et j'aimerais partager encore plus. Et je me sens limitée parce que justement, je me dis, c'est pas très business. C'est des gens qui me suivent sur Insta. C'est pas des gens que je connais dans la vie privée. C'est vraiment des gens que je connais via LinkedIn, que j'ai connus via les réseaux, des gens avec qui je travaille. T'es passé, donc t'étais freelance assistante, donc au début à 3,50 € de l'heure. Et maintenant, tu as un business qui fait quasiment 1 million par an.
tu savais, tu avais la vision, cette Pas du ville? tout. Donc, je vais encore citer Guillaume Aubèche, mais moi, c'était comme Guillaume Aubèche au début. Quand il a fondé Lemlist, bon, moi, je ne suis pas au même niveau de Lemlist, mais lui, il a dit, moi, tout ce que je voulais, c'était me payer un salaire en étant libre. Moi, c'était exactement la même chose. Je voulais juste me payer un salaire en étant libre et en restant à la maison avec mes enfants. C'est tout ce que je voulais. J'avais zéro ambition. Et comme pour lui, en fait, la mission vient petit à petit. Donc, vraiment, moi, je la sens monter de l'intérieur chaque année. J'ai jamais eu l'idée de monter une agence. C'est arrivé tout seul. Au bout de 6 mois, 1 an que j'étais freelance, j'ai commencé à avoir trop de demandes. Mon temps était très limité. Pour moi, c'était naturel d'aller chercher un premier binôme, donc une assistante à qui je puisse sous-traiter des tâches, puis une deuxième, puis une troisième. Et à un moment, en début d'année, on était 40 assistantes dans l'équipe. C'est venu petit à petit, juste en fonction de la demande. Et tu veux l'amener où, ça? Là, t'es à quasiment 1 million. C'est quoi le dream goal? Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Tu veux gagner beaucoup d'oseille? Oui, mais de façon humble. C'est-à-dire que oui, j'aimerais gagner de l'argent, investir dans l'immo. À quel moment ça va arriver? Combien d'argent? Je ne sais pas. Et je suis OK. C'est-à-dire, je le veux, mais en même temps, je suis détachée. C'est-à-dire, si je ne l'ai pas, en même temps, tout ce que j'ai aujourd'hui, ça me va très bien. Et je veux faire 1 million de CA parce que c'est bête, parce que ça veut rien dire. Au niveau de... Parce que ça dépend aussi de ta marge, de combien je gagne. Mais moi, je veux faire 1 million de CA. C'est juste symbolique, en fait. J'ai envie de montrer à moi-même. Donc, je le fais pour personne. Je ne le fais pas pour le dire sur les réseaux sociaux. Je le fais juste parce que j'ai envie de dire à celle qui j'étais il y a 4 ans que je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire 1 million de CA. Ce qui me paraissait... Enfin, il faut savoir que quand j'ai commencé, moi, je ne vais pas travailler les 8 ans avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me suis occupée de mes enfants. Avant, j'ai juste enchaîné des petits jobs. Je suis complètement unemployable. Et vraiment, je pensais que personne ne me payerait plus qu'un SMIC, en fait. J'étais convaincue de ça depuis toujours, en fait. Et donc, dire à celle qui j'étais que j'ai fait 1 million tout seul, c'est le plus beau cadeau que je peux faire à moi-même. Tu as parlé d'investissement, donc tout à l'heure, tu as parlé de Naval Ravikant. Investissement, tu as quand même un mindset très américain, US. Ouais. Tu as beaucoup voyagé d'ailleurs. J'ai appris, tu m'as parlé longtemps que tu as vécu en Asie. Oui. Et tu as vécu aussi. J'ai vécu en Chine, en Thaïlande. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux et toujours à la recherche de liberté. Donc, moi, j'ai commencé à voyager toute seule à 15 ans. Et puis, à 18 ans, je suis vraiment partie vivre à Paris, à Londres, en Chine. Je suis restée pas mal de temps. Et c'était juste par désir de connaître le monde, de rencontrer des gens différents. Je suis partie là-bas, je ne connaissais personne. Comment tu gagnais de l'argent en Chine? J'ai appris le chinois. En fait, Tu parles chinois? Je parlais... Donc, je suis partie quand j'avais 22 ans et en fait, je ne parlais pas un mot. Mais c'est très simple. Si tu te retrouves dans un campus universitaire et personne parle anglais, je dirais que je n'ai pas dit un mot pendant 1 mois. Vraiment, je n'ai pas dit un mot. À un moment, je crevais de faim. Ça veut dire vraiment, je voulais manger et je ne savais pas comment commander de la bouffe. Je ne savais pas où c'était les supermarchés parce que j'étais dans un campus universitaire et il n'y avait pas de magasin. Et avec un livre, j'ai commencé à apprendre et trouver une dame dans la rue qui m'a dit où c'était le supermarché et m'a appris un peu à négocier parce qu'il n'y avait pas les prix, je ne comprenais pas comment marchait l'argent. Et vraiment, j'ai commencé de zéro et je dirais qu'en 3 mois, j'étais assez à l'aise à l'oral. En mandarin? Ouais. Par contre, je n'ai jamais appris à l'écrire ou le lire. Mais tu faisais quoi en Chine? J'apprenais le chinois, j'allais en cours 2 heures par jour. Le reste du temps, je lisais et j'ai donné des cours d'anglais. Donc, tu as vécu à Paris, Londres, en Chine où ça? Thaïlande. Après, j'ai pas mal voyagé, mais là où je suis restée, au moins 6 mois, 1 an, c'était dans ces pays-là. Mais après, pareil, j'ai aussi voyagé aux États-Unis et je me suis toujours intéressée à la culture américaine. Mais parce qu'il y a ce côté,
Pour moi, encore aujourd'hui, à l'Amérique et les États-Unis, il y a un côté un peu aventure, un peu liberté, que tout est possible. Et moi, je me suis toujours... c'est un peu les valeurs de ma vie. Donc, je me suis toujours retrouvée dans cette image. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'investissement. Donc, je sais que tu as cet état d'esprit investisseur et tout. On s'est pris la tête plusieurs fois parce que j'essaye, je ne vais pas dire protéger, mais il y a des moments où tu as fait des investissements qui étaient un peu douteux. Tu veux en parler un peu? Oui. J'ai fait un investissement. Je crois que oui, c'était une très mauvaise idée. En même temps, je n'ai pas la certitude encore. Je verrai le moment où je pourrai essayer de récupérer mon argent. Après, j'ai un peu aussi investi dans les cryptos ou autres. C'était sûrement des conneries. Cette année, j'ai fait un gros investissement, 25 000 euros, dans une start-up anglaise, Fixer.ai. Un outil, donc un SaaS d'IA pour la gestion d'email. Donc, mais qu'est-ce que... Tu as fait un mauvais partnership à un moment. Oui, donc j'ai voulu m'associer, avoir un associé dans l'agence. C'était une très mauvaise idée. Pourquoi j'ai voulu m'associer? Pourquoi c'était une mauvaise idée? Alors déjà, c'était une mauvaise idée parce que ça partait d'un manque de confiance en moi. Je pensais, parce que donc moi je suis quelqu'un, je me sens plus artiste qu'entrepreneur, j'ai du mal avec la structure, la discipline. J'ai trouvé quelqu'un qui avait le profil, je pensais qu'il avait le profil parfait de COO, qui puisse m'apporter toute la structure, la discipline, les process dont j'avais besoin. Parce que je pensais qu'il était impossible de réussir sans ça. Et que j'avais besoin de quelqu'un qui s'occupait de cette partie. Donc, j'ai cherché ce profil. Cette personne avait l'air intéressée par ma boîte, par ma vision. On avait défini le rôle. J'ai fini par m'associer. Donc, déjà, c'était par manque de confiance. Donc, c'est jamais une bonne décision. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas écouté mon intuition. Ma intuition, elle était très, très forte. Je savais que c'était pas la bonne personne. Je savais que c'était pas une bonne décision et je l'ai fait quand même parce que j'ai pas eu le courage de lui dire que j'avais changé d'avis et que je voulais tout annuler. Et toutes les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est les moments où je n'ai pas écouté mon intuition. Comment tu l'as sorti de ta boîte, cet associé? J'ai commencé, une fois que le pacte d'associés a été signé, une fois que j'ai vendu mes parts, la personne a commencé à changer d'attitude et je voyais qu'il n'y avait pas vraiment d'action en fait, prévue. J'ai commencé à lancer des petites alertes en disant comment ça se fait qu'on n'a pas de call prévu, le Notion qu'on avait préparé, en fait, il n'y a rien qui est marqué dessus, quel est le plan. Moi, je voulais vraiment que quelqu'un me sauve un peu sur la partie structuration et qui m'apporte des solutions. Et je voyais qu'il n'y avait absolument rien qui était en place. Et même, il m'a demandé de travailler avec son stagiaire. En fait, il m'a dit, vas-y, je te mets à disposition mon stagiaire pour que tu travailles avec lui. Le stagiaire n'avait clairement pas le niveau. Donc, j'ai commencé à sentir que j'avais fait une connerie. Je me sens vraiment mal par rapport à ça parce que je me suis dit, je le savais. J'attends encore quelques semaines jusqu'à que aussi, en discutant avec toi, je me dis, il faut que j'agisse vite. Et donc, je lui ai écrit un email et je lui ai dit pourquoi je voulais arrêter et pourquoi je voulais racheter mes parts. Tu lui as racheté les parts? Oui. Il voulait me les vendre plus cher. J'ai racheté à mon prix. Il était malhonnête? Oui. Tu penses qu'il le sait qu'il est malhonnête? Non. Il est con alors? Non, je pense que je ne sais pas quel trouble psychologique il a. Je pense qu'il pense être quelqu'un de bien, que ce qu'il a fait est normal. Il n'a peut-être pas eu le temps de s'en occuper, mais qu'il a toujours été honnête, qui peut-être... non, je pense que vraiment, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ah oui? Je pense qu'ils font des mauvaises actions, mais sans vraiment pas... c'est pas par méchanceté. J'ai lu un article là-dessus, je pense que c'était de Mark Manson. J'ai trouvé ça vachement intéressant, où il dit
En fait, quand quelqu'un fait une erreur, faire très attention à la différence entre la maladresse et la malveillance. Et parfois, des gens peuvent faire des maladresses et ils vont toujours... et en fait, ils sont malveillants. Mais ils vont toujours se couvrir sous le prétexte de maladresse. Et il y a des gens qui sont vraiment maladroits et qui font plein de trucs, mais ils ont bon cœur au fond, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas, parce que moi, toi, tu m'as dit ça, que j'ai tendance à toujours justifier les comportements des autres, à toujours voir le bon chez les autres. Moi, j'avoue que j'ai tendance à faire ça. J'ai vraiment... je ne dis jamais, cette personne-là, elle est vraiment toxique, il faut la garder à distance, c'est vraiment quelqu'un de mal, en fait. Je tends à dire, non, c'est parce qu'il est blessé, il ne s'est pas rendu compte, il ne voulait pas faire ça, il a des soucis, il a des problèmes dans sa vie perso. Je tends toujours à justifier le comportement des autres. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais ça me permet aussi de vivre de façon très positive. C'est pour ça que j'aime les gens. Je ne me plains jamais. Après, un conseil que je donnerais aux autres entrepreneurs, c'est déjà quand quelqu'un... Parce qu'en fait, j'ai compris que c'est une pratique assez connue sur LinkedIn, des gens qui s'intéressent au business des autres, surtout au début, et qui leur proposent, en échange de conseils, d'avoir des parts dans le business des autres. Ça, je sais pas si toi, tu es au courant de ça, mais c'est assez, je pense que c'est assez... Il y a pas mal de monde qui fait ça. Et moi, je dirais aux entrepreneurs, aux freelance, déjà, posez-vous la question, pourquoi cette personne s'intéresse à mon business? Et moi, encore aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire, pourquoi cette personne qui avait fondé des grosses boîtes s'intéressait à une petite boîte d'assistante virtuelle de la petite maman qui habitait sur la Côte d'Azur et qui faisait 50 000 euros de CA par an? Et j'ai toujours pas la réponse. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un s'intéresse sur mon business et propose des deals, toujours je me demande pourquoi cette personne s'intéresse à moi. Qu'est-ce qu'elle a à gagner, en fait, dans le deal? Et je conseillerais aussi aux autres de plus se poser cette question, en fait. Et de toujours accepter des partenariats gagnant-gagnant. Et j'ai eu plein c'est souvent des femmes, je ne sais pas si elles sont plus gentilles, mais j'ai déjà eu des entrepreneurs qui ont proposé des deals à des femmes entrepreneurs au début, en essayant de leur vendre des deals, qui ont fait des masterclass, des webinaires, et l'entrepreneur qui est plus petite, qui fait moins de CA, est là à tout donner. Et juste, le gros entrepreneur s'est fait plein d'argent comme ça, sans vraiment faire d'efforts. C'est l'autre qui a tout fait et qui est perdante dans les deals et qui gagne beaucoup moins. On va continuer le jeu. C'est quoi la ou les missions les plus insolites qu'on t'ait demandé ou qu'on ait demandé à tes assistantes? Alors ça, c'est beaucoup chez les assistantes perso, je dirais. On fait beaucoup de ça aussi. Donc, assistante personnelle des CEO, c'est-à-dire que l'assistante s'occupe de gérer ta vie perso, non pas ta vie pro. Je dirais que c'était organiser des dates. Ok. Moi, je trouve ça génial. Mais ça... trouver des séries Netflix à regarder sur des sujets particuliers. On peut vraiment aller loin Maintenant, en fait, on peut vraiment aller loin avec une assistante sur les choses que tu peux leur demander. Quoi. Ouais. C'est déjà arrivé des clients qui attrapent de maladies SDI. Sexuellement transmissible. Ouais. Okay. Et qui demandent à l'assistante de trouver des médecins spécialisés dans ça, le rendez-vous, les analyses sanguines, qui trouve aussi, parfois qu'il aide justement dans sa vie amoureuse. Conseil en image, avec toi on en avait parlé, des clients qui demandent quelle est la coupe de cheveux que je devrais demander à mon coiffeur, et demandent ça à l'assistante. Les cadeaux qu'il faut faire à la copine, parce que c'est l'assistante qui les choisit. Mais je sais que pour des gens, ça paraît fou, qui trouvent ça drôle, mais nous, on adore ça, en fait, et on trouve ça normal, et on adore s'occuper de tout ça. Ouais. Donc vraiment, aujourd'hui, dans les VA, les assistantes virtuelles, donc il y a vraiment ce côté professionnel d'un côté, et de l'autre, après, vous étendez à la vie perso des gens, c'est ça? Ouais. Mais on fait aussi, on trouve des activités pour les enfants, on s'occupe de commander les fournitures scolaires, de trouver un chef qui prépare les repas à domicile.
concierge, quelqu'un qui s'occupe de changer la boîte la clé de la boîte à lettres, tout ça. C'est quoi la mission la plus dure qu'on t'ait demandé ou qu'on ait demandé à tes assistantes? Là où les missions les plus difficiles? Moi, je trouve que les missions les plus difficiles, c'est l'événementiel. L'événementiel? Ouais, je trouve que c'est vraiment compliqué. Il y a tellement de choses que tu peux pas maîtriser, en fait, jusqu'à la dernière minute. Surtout quand c'est loin. Quand on nous demande d'organiser un event à Dubaï, on n'a personne sur place, c'est dur. C'est dur, en plus, c'est des gros budgets. Donc, quand il y a des erreurs, ça peut coûter cher. Tu te rappelles de la carte SIM au Sri Lanka? Ouais. C'était dur ça ou pas? Je me rappelle plus. Mais moi, j'adorais, franchement, moi, j'adorais travailler avec toi. Au début, je faisais plein de choses variées. Et moi, j'aime bien ça. J'aime pas avoir des tâches de routine. Donc oui, tu avais perdu la SIM card. Tu perdais pas mal de choses, non, à l'époque. Je pense que tu as aussi perdu... Je perds tout le temps, ouais. Faut le faire, je t'avais envoyé ça. Mais moi, je vais adorer parce que tu m'avais donné le contact de ton père. Je vais appeler ton père. J'ai adoré. Moi, j'adore vraiment rentrer dans la vie intime des clients et connaître aussi les parents et voir, je sais pas, la maison, ils ont grandi, comprendre mieux leur parcours, même aussi leur côté un peu... tu vois, leurs blessures, leurs difficultés dans la vie. J'adore. Et une fois que tu crées cette relation, mais la relation déjà, elle est beaucoup plus profonde, mais même tu as du mal après à te séparer de cette personne. Et même le client, je trouve qu'il a une assistante qui peut-être, oui, elle fait plein d'erreurs, c'est pas la meilleure, mais tu as une relation tellement profonde qu'en fait, à un moment, elle fait un peu partie de la famille, mais en fait, tu as envie de garder la même personne à vie, quoi. Ouais. C'est qu'ils font beaucoup d'entrepreneurs américains, en fait. Gardent la même assistante toute la vie. C'est parce que tu le vois avec des assistantes qui ont encore la soixantaine. Mais pour l'anecdote, en fait, j'étais au Sri Lanka et à un moment, j'étais dans un truc, j'étais limite dans la jungle. Et c'est marrant parce que, évidemment, quand tu dois faire livrer des colis, tu dois donner une adresse. Et je sais pas si tu te rappelles, mais en fait, il n'y avait pas d'adresse. Au Sri Lanka, il y a des endroits où il n'y a pas d'adresse. Ouais. C'est-à-dire, ils te donnent le nom du truc, mais il n'y a pas, c'est pas 21 rue, 21 boulevard Beaumarchais, tu vois. C'est genre, il y a juste écrit un truc. Et... Ouais, je me rappelle, je vais appeler tous les bureaux de poste de Sri Lanka. Personne ne parlait anglais. Ouais. Et la carte SIM est arrivée. Ouais. Elle a mis du temps, mais tu as réussi à me faire livrer une carte SIM de France dans la jungle au Sri Lanka. En plein Covid, c'était le lockdown à l'époque. Ouais. Et moi, je me rappelle aussi que quand tu étais là-bas, tu avais cassé ton MacBook. Ouais. Tu avais été acheté un nouveau. Oui. Tu es rentré chez toi et je te dis, est-ce que tu as pris un clavier AZERTY? Et tu me dis, merde, non, j'ai pris un QWERTY. Ouais. Et là, je te dis, attends, mais on va le changer. Je te prends rendez-vous, je regarde les horaires de l'Apple Store, tu retournes. Et là, tu m'as dit, je peux pas t'expliquer pourquoi, non, je préfère garder celui-là plutôt que le changer. Ça te rappelle ou pas? Et c'était quoi la raison? Et tu m'avais dit ça et tu me dis je préfère ne pas t'expliquer parce que genre tu vas pas comprendre. Mais c'est pas méchant, c'était vraiment juste voilà, je sais que il y a que moi qui pense ça et les autres c'est pas pareil. Et moi je voulais creuser parce qu'après je sais que tu as souvent des idées un peu clientes et différentes des autres. Et moi j'aime bien ça. Et donc tu m'as expliqué et tu m'as dit bah en fait pour moi c'est la charge mentale de retourner, je ne sais pas dans quelle ville, le changer, attendre un nouveau, je ne sais pas. Il m'a dit non, en fait, je préfère juste avoir zéro, ne pas me rajouter de l'effort et garder l'ordi que j'ai. En fait, hein. Tu l'as toujours? Mon MacBook actuel, c'est encore ce MacBook-là, un QWERTY. Ouais. Tu sais que c'est hyper drôle, parce qu'à l'époque, j'étais ghostwriter, donc j'écrivais, en fait, mon métier, c'était littéralement d'écrire des textes. Tu sais que ce MacBook-là, il n'y a pas d'accent sur le clavier. Et je l'ai encore. J'ai un clavier où il n'y a pas d'accent. Et ce continue, je me suis adapté, tu vois. Bon, je vais peut-être devoir le changer, mais c'est marrant, ouais. D'ailleurs, je l'ai reçu, le truc. Et donc, j'étais dans un... Tu sais, au Sri Lanka, les salaires sont très faibles, etc. Et il y avait un employé, j'étais dans un hôtel. Ah oui, tu t'es fait livrer. Ouais, je me suis fait livrer. Par un... j'étais dans la jungle. Et en fait, le patron de l'hôtel, il a fait venir le MacBook de Colombo, la capitale, à côté. Et donc, en fait, il l'a fait venir de Colombo, parce qu'il n'y a pas d'Apple Store au Sri Lanka, tu vois. Il a fait venir de Colombo. Ils ont dû l'amener à Weligama, donc, qui est dans le sud, et à Weligama, dans la jungle, là où j'étais.
Mais moi, j'aimerais avoir que des missions comme ça, des gens qui partent à l'aventure. Ouais. Ouais. Ah, ça fait longtemps que je suis pas reparti. Là, depuis que je suis arrivé à Lisbonne, j'ai bougé que 2 fois d'ici. Ça fait longtemps que je suis pas parti à l'aventure, Sri Lanka, Thaïlande. Là, je prépare un voyage au Japon. On va partir avec Julien Sonck, mais ça se prépare un voyage au Japon. Ça fait 1 an qu'on dit qu'il faut qu'on parte. J'espère qu'on va partir. Ça te manque ou pas, le fait de voyager? Un peu, ouais. Mais tu sais, là, dans les 12 derniers mois, ça a été. J'ai lancé tellement de trucs, c'était tellement difficile. Ah, déjà, ça, le studio, Ouais, c'est énorme, ouais. déjà. Ouais. Ouais. Et ouais, il y a des moments, en fait, j'ai plus d'espace, l'impression de ne plus avoir d'espace mental maintenant. Je me laisse vivre, je fais les trucs. Mais par contre, la différence, c'est que maintenant, j'ai une team. Ouais. Ça change tout, quoi. Vraiment, des gens qui ont appris OBM et Online Business Manager qui gèrent les trucs à la place, c'est vraiment, vraiment top, quoi. Et Adri, Diane et tout, c'est... On va passer à un peu sur les missions, c'est-à-dire, ok, donc je suis entrepreneur aujourd'hui, donc tu accompagnes les freelances, tu accompagnes des CEO d'agences. C'est quoi le process? C'est-à-dire, en gros, quelqu'un dit, j'aimerais déléguer, mais je sais pas quoi déléguer, je sais pas comment vous allez faire. Comment t'onboard la personne? Alors, je sais pas si tu dis ça parce que justement c'est la partie où j'ai le plus de mal, mais c'est exactement la partie où je dois travailler. Je dois y mettre beaucoup plus d'efforts. C'est vraiment sur cette partie-là dont tu viens de parler. Parce que, en fait, au début, je croyais que la meilleure façon de s'y prendre, c'était rien avoir de standard. Et de toujours dire au client, en fait, vraiment, j'étais fière de faire ça. Dans l'école découverte, le client me demandait, OK, quel est le process d'onboarding? Quel est l'outil qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va avoir un dashboard sur Notion? Est-ce qu'on va faire sur un Google Sheet? Et moi, je disais, non, mais c'est pas nous qu'on va venir chez vous et vous mettre en place des outils et vous changer vos habitudes. Dites-moi quelles sont vos habitudes, les outils que vous utilisez au quotidien et nous, on va essayer de s'intégrer en fait, dans vos process, dans vos outils, dans ce que vous faites au quotidien. Et je veux pas vous mettre un outil que vous allez ouvrir que pour travailler avec l'assistante. Et donc, s'il y a des clients qui n'utilisent aucun outil, qui utilisent juste email et Google Docs, on n'utilisait que ça. Et on essayait toujours de s'adapter au client. Et moi, je trouve ça super. Si le client communique sur WhatsApp, on ne va pas lui dire de créer le channel sur Slack que pour parler avec l'assistante, ce que je faisais au tout début. Donc moi, j'étais très fière de ça. Et là, je me rends compte que c'était pas la meilleure décision. C'est bien que pour certains types de clients. Il y a d'autres qui ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement, beaucoup plus de conseils et de vraiment je dois être plus présente en début d'émission pour l'aider à identifier les tâches, savoir comment les déléguer. Et oui, lui donner juste des exemples. Parce que quand je dis au client, mais oui, mais juste fais un tableau avec 2 colonnes, qu'est-ce que tu veux déléguer et le site où l'assistante doit aller ou la deadline, mais même ça bloque certains clients. En fait. C'est quoi les missions les plus courantes dont vous occupez? Les plus gros problèmes courants des entrepreneurs? En fait, le problème le plus courant chez les entrepreneurs, c'est qu'ils passent trop de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée sans trop se rendre compte. Ils passent 20-30% de leur temps sur des tâches qui vraiment qui freinent le développement de leur business. Et c'est souvent l'administratif et les emails. Ça, c'est les 2 classiques. Quand je dis administratif, c'est juste aller chercher les justificatifs, les factures, les mettre sur l'outil comptable, peut-être mettre la catégorie comptable de la transaction, écrire l'expert comptable, envoyer des documents, envoyer des contrats. C'est ça. Mais nous, on peut aller beaucoup plus loin. On peut utiliser n'importe quel CRM, n'importe quel outil, gérer des communautés en ligne, des formations, du customer service. On fait vraiment plein de choses. Ouais. Ça m'avait surpris parce qu'en fait, on peut se dire, une assistante, elle va gérer les mails, tu vois, envoyer des cadeaux, etc. En fait,
vous êtes très poussé maintenant, c'est-à-dire que vous êtes capable d'installer des modules de paiement, tu as des assistantes qui savent faire des pages de vente, tu as même une partie vachement intéressante sur les automatisations, tu as des assistants maintenant qui arrivent à utiliser l'outil Make et faire les automatisations. Ça c'est dingue. Après, c'est pas toutes les assistantes. L'avantage, mais c'est aussi l'inconvénient du poste d'assistante, c'est que justement, on peut tout faire. Elle n'a pas vraiment d'expertise dans un sujet en particulier. Donc, elle peut tout faire bien. Et donc, tu peux déléguer tout ce qui peut être fait à distance qui ne demande pas une expertise technique. Elle peut le faire. Après, il y a différents profils. Toutes les assistantes ne maîtrisent pas Make. Mais c'est justement l'intérêt de passer par mon agence. C'est parce que moi, j'ai un outil. Dans mon équipe, j'essaie d'identifier qui connaît les outils que le client utilise. Si les clients vont sur les réseaux et demandent à chaque assistante, est-ce que tu connais cet outil-là, est-ce que tu sais faire ça, est-ce que tu as cette compétence, et en plus tu parles espagnol, il peut passer des semaines avant de trouver la bonne personne. Ouais, donc en fait, toi, tu as un pool d'experts et en fonction des besoins du client, tu vas aller chercher, donc tu vas centraliser le tarif et tu vas aller chercher la bonne experte dans tes... Parmi un pool d'assistantes déjà testées, validées, je sais que c'est des personnes bien sérieuses, qui de confiance. Comment tu t'assures que c'est des A-players, tes assistantes? Alors, elles ne sont pas toutes des A-players, mais parce que beaucoup de clients n'ont pas besoin d'un A-player. Ils ont juste besoin d'une assistante qui fasse bien le job et qui s'occupe de bien renommer les factures, les mettre au bon endroit et quelqu'un qui fasse ça de tous les jours. Moi, je teste les assistantes d'habitude et je commence à déléguer des tâches de mon agence. Donc, c'est moi qui teste l'assistante sur des petites tâches que je lui délègue. Et ça peut être tout simple, mais je peux voir très rapidement si l'assistante passe ce petit test. J'en parlais hier, mais juste pour savoir si quelqu'un est responsable. Un test, c'est tout simple. Si je t'envoie un formulaire à remplir, la personne me dit « je te l'envoie demain matin sans faute », est-ce que le lendemain, elle me l'envoie? Si elle ne me l'envoie pas, et en plus, elle ne me dit rien, je ne veux pas bosser avec elle. T'en as qui font ça? Oui, très souvent. Et justement, c'est... Théolie, on en a parlé dans un podcast, mais c'est vraiment sur ces petites choses-là que tu bases la confiance. Si quelqu'un te dit à chaque fois « je te fais ça le mardi, tu ne le fais pas, et je vais contacter cette personne mercredi, tu ne le fais pas », petit à petit, en fait, ça, au bout de 10 fois, en fait, ta parole ne vaut plus rien. Le client ne te fait plus confiance. Ouais, donc en fait, annoncer ce qu'on va faire et faire ce qu'on a annoncé. Ouais, c'est tout simple, mais c'est... Si on part donc, sur ton deuxième business, donc là que tu as lancé, donc c'est VA Academy, donc c'est quoi? Donc c'est un membership par mois que payent les assistantes pour avoir accès à un ensemble de cours, de formations. Pour avoir accès à un circle, donc une communauté, il y a différents channels par thème. Par exemple, ça peut être la gestion d'email, la gestion de la facturation, comment trouver des clients, comment s'organiser au quotidien. Il y a à peu près une quarantaine de channels. Donc là, aujourd'hui, il y a une centaine d'assistantes. Alors déjà, il y a des assistantes expérimentées et des assistantes qui ne sont même pas lancées. Donc il y a une espèce d'échange d'entraide en fait, entre assistantes. Et on propose un live par semaine. Ça peut être sur le sujet des automatisations, de comment trouver des clients, marketing, quel outil de facturation choisir, sur un thème comme ça. On espère petit à petit pouvoir développer une partie formation avec des vidéos. Il y a combien de clientes? Centaines. Ok. Et c'est 19 € par mois, ça? Ouais, TTC. Pas très rentable, hein? Ce n'est pas rentable du tout, je perds de l'argent tous les mois. Mais t'es contente de ce business? Ouais, c'est une... tous les jours, j'ai des assistantes qui me contactent sur les réseaux sociaux et qui me disent j'adore ce que tu fais, j'aimerais tellement avoir la même liberté que toi, la même qualité de vie, le même travail que toi, comment je m'y prends? Et là, en fait, moi, j'ai aucune formation recommandée en France, mais parce qu'en plus, il n'y a pas vraiment de formation pour devenir VA. C'est une formation continue. Ça dépend de ton profil, quels outils tu veux maîtriser. Tu peux être assistante et ne maîtriser que Pinterest. Ça existe, des assistantes qui font que ça. En fait, il y a plein de sujets à maîtriser, à connaître. Ça, ils évoluent. Et il faut juste continuer à se former. C'est pour ça que pour moi, la communauté où tu es pendant des années, pour moi, c'est la meilleure
le meilleur accompagnement, plus qu'une formation. Il faut continuellement se former, continuellement se comparer aux autres, comment les autres organisent la boîte email du client. Donc, nous, on voulait proposer ça. Ce n'est pas rentable, mais j'en avais marre de dire à toutes ces assistantes qui me contactaient, je ne peux pas t'aider, j'ai pas le temps, va chercher du contenu gratuit sur YouTube, ou bien je ferai du coaching avec moi, mais ça coûte 300 € de l'heure. Elle me disait toujours que c'était trop cher, donc je n'avais rien à leur proposer. Et ça me fait aussi de la peine parce que moi, j'ai envie que plus de monde se lance dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai créé ça. J'espère avoir beaucoup plus de monde, mais c'est vraiment d'abord pour leur offrir une place, en fait, où elles pouvaient aller se renseigner. Parce que c'est un marché fragmenté, parce que les assistantes, j'imagine que t'en as beaucoup qui gagnent pas bien leur vie. Est-ce que t'en as qui gagnent très bien leur vie? Oui. C'est déjà, mes assistantes, je dirais que 30% de mes assistantes, des assistantes de mon équipe gagnent plus que moi en salaire net. Et je connais en France au moins, je dirais, dans mon entourage proche, 15 assistantes qui gagnent entre 3 et 6 000 €, 3 et 6 000 € net par mois. Qui se versent en salaire? Ouais. Ok. Et tu connais des assistantes qui gagnent, je sais pas, 20K par mois en chiffre d'affaires, par exemple? Non. Celles qui font ça, ils ont une équipe derrière. Okay. Elles travaillent avec 2-3 autres assistantes. Okay. Ce qui est très facile à mettre en place. Moi, un jour, si j'ai assez de monde, j'aimerais avoir une formation, en tout cas accompagner les assistantes qui veulent monter une équipe, qui veulent monter une agence. Assistante de l'assistante de l'assistante. Ouais. C'était une blague que je t'avais faite là. Parce que et ça marche vraiment. Tu as une des assistantes. On a donc VA, quand tu dis VA, donc VA c'est VA, Virtual Assistant. C'est un nom qui est très peu connu en France là actuellement encore. Oui, et encore, quand je me suis lancée il y a 4 ans, absolument personne ne connaissait ça. Et moi, j'ai adoré avoir ce rôle de un peu éduquer le marché, parler de ce métier, dire ce que c'était. T'es le messie, mais non, t'es le... Alors moi, j'ai adoré. Mais pour moi, c'est la plus grande découverte de ma vie. L'entrepreneuriat et le métier de virtual assistant, vraiment, c'est le plus beau cadeau que la vie m'a fait, quoi, vraiment. Et je l'ai découvert sur un article américain qui disait que ça allait arriver en Europe, que ça allait exploser. J'utilisais ces termes parce que il y a 4 ans, toutes les assistantes indépendantes se faisaient appeler télésécrétaires. Et moi, je dis non, je veux en mettre un mot cool, moderne, jeune, virtual assistant. Je trouvais que ça pétait trop, en fait. Ouais. Et je dirais, il y a plein de gens qui me disent non, mais le mot assistant, tout ça, c'est pas très valorisant et tout. Alors qu'ils ne se rendent pas compte à quel point, en fait, c'est une fierté pour une assistante de dire je suis l'assistante d'un entrepreneur de dingue. Oui. C'est marrant parce que dans la culture populaire, souvent, il y a deux films, enfin deux références où les gens se disent l'assistante et que c'est un poste vachement important. D'ailleurs, les Américains, ils appellent ça EA, Executive. Ouais. Et il y en a qui font 100 000 € par an. Hein. Ouais. La plus connue, à l'époque, c'était l'assistante de Miranda, je crois, dans Le Diable s'habille en Prada. Ouais. Et la deuxième assistante la plus connue, c'est Donna, l'assistante de Harvey Specter dans Suits. Ouais. C'était... Oui, moi, c'est le modèle auquel j'aspire. J'aimerais former des assistantes comme ça. Et là, je vais créer des posts LinkedIn sur des assistantes connues, des assistantes d'entrepreneurs qui souvent sont dans l'ombre, mais que moi, j'ai retrouvées sur Instagram. Ce qu'il faut savoir, c'est oui, pas seulement tu peux très bien gagner ta vie, mais c'est un métier... c'est un métier clé, en fait. L'entrepreneur qui a la bonne assistante, le bon bras droit, vraiment, il a une arme, en fait, il est tellement plus puissant que l'autre entrepreneur qui n'a pas cette figure autour de lui, en fait. Moi, tu m'as sauvé la vie plein de fois. Hein. Et je sais pas combien je t'ai donné. Je crois qu'une année, je t'ai donné 30 000 € à ton agent. Cool, hein, moi, ça me va, très bien. Et je sais pas si tu as vu ça. D'ailleurs, c'est peut-être toi que je le sais. Mais tu dis que c'est un poste clé. Et à un moment, je sais pas si tu as vu, Leila Hormozi, elle cherchait une executive assistante. Ouais. Et genre, elle a dit,
tout le monde se fout de ma gueule parce qu'ils sont là, vas-y, prends la première et tout. Elle dit, en fait, Laila Hormozi, elle trouvait pas la Donna, elle trouvait pas la top player, tu vois. Ouais. En fait, elle l'avait trouvé, mais elle est devenue tellement, elle a fait tellement monter en compétence qu'après, elle voulait, elle l'a mis dans un autre poste. Donc, c'est pour ça qu'elle a recherché une autre assistante. Et moi, j'ai vu les critères et il y avait le salaire. Alors, il n'y a pas le salaire. Malheureusement, c'était un poste en CDI et à Las Vegas. Ah ouais. En présentiel. T'as postulé? Ça te fait coup. Mais en fait, moi, ça m'intéresse. Mais moi, j'aurais adoré lui trouver une assistante, en fait. Mais vraiment, moi, c'est ce genre d'assistante que j'ai envie de former, de trouver et de placer. Le souci, c'est qu'encore aux États-Unis, et à Dubaï, c'est pareil. Ils demandent encore beaucoup de présentiel. Ouais. Bah, c'est Donna, hein, c'est présentiel. Mais après, moi, je crois que, tu vois, même si c'est pas bon pour mon business de le dire, mais j'avoue qu'une assistante en présentiel, même une fois par semaine, qui vient au bureau, ça change la vie. Mais j'en ai quelques-unes qui va au bureau du client, par exemple, à Paris. On le fait. Mais t'as pas tes assistantes, elles viennent pas chez toi, tu m'as dit là? Moi, j'ai une assistante qui fait, qui est dans ma ville et qui vient chez moi 1 heure par semaine. C'est Marie? Oui. Ok. Ouais, donc non, mais moi je te rejoins, hein. Vraiment poste clé. Il y a un peu ce côté you don't know what you don't know, c'est-à-dire tu sais, t'as l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence inconsciente, la compétence... Et moi, c'était incompétence inconsciente. Je savais pas... Tu te rappelles au début comment tu me disais, mais en fait, je savais même pas quoi te déléguer parce qu'en fait, j'avais ce syndrome-là du contrôle fric, tu vois, Ouais. Et en fait, la valeur, quand tu trouves l'assistante qu'il te faut, vraiment, la valeur, elle est... En fait, justement, je pense que les entrepreneurs ne se rendent pas compte de la valeur qu'essaie d'avoir une personne qui croit en toi, qui est proche de toi, qui connaît un peu ta famille, qui est vraiment... En fait, elle devient ta première fan, supporter. Vraiment, elle est toujours là pour te voir évoluer. Elle est un peu derrière toi. Elle adore rester dans l'ombre. Elle ne veut pas te remplacer. Mais c'est ce soutien, pour moi, c'est vraiment une force qui est vraiment sous-estimée en fait, en business. Surtout pour des entrepreneurs qui n'ont peut-être pas beaucoup de familles, qui ne sont pas bien entourés en fait. Mais tu sais, alors je ne sais pas si on avait parlé, je crois qu'un jour je m'étais dit, mais si tu vois, imagine tu vas dans un pays, je sais pas, au Proche-Orient, je sais pas quoi, et tu vas en prison, enfin tu es dans la galère, tu sais plus, et là tu as one phone call. Je sortirais de prison, Thibaut. C'est vrai? Tu viendrais en Syrie Ouais, C'est vrai? Ouais, ok. Et moi, je m'étais dit, si j'ai 2 personnes appelées, soit mon père, soit Madalena. Ouais. On va venir ensemble, tous les deux. Pour les oranges, me donner les oranges, ouais. Ok, non, mais moi, je te rejoins vraiment, avoir une team d'assistantes. Il y a une question que j'aimerais peut-être aborder sur la confidentialité. Tu as accès à beaucoup de choses. Moi, j'ai du mal à lâcher, hein. Les mots de passe. Les gens ont accès à tes emails. Tu peux même avoir accès au contenu de smartphone des clients. Ils ont peur, ça leur fait peur un peu les entrepreneurs ça dépend des clients. Il y a des clients qui sont vraiment à l'aise avec ça. Ils préfèrent donner, faire confiance d'abord et au pire rattraper les erreurs dans le sens où après imposer des limites et d'autres où il faut vraiment insister parfois pendant 6 mois pour avoir les mots de passe. C'est ce que Nina me disait. Elle me disait, je préfère en fait tout le filer à mes assistantes et puis s'ils font des conneries. Moi aussi. Après, il y a des gens qui ont des choses à cacher et d'autres pas. Tout le monde mais t'en parlais hier, tout le monde a des choses à cacher. D'ailleurs, c'est intéressant parce que en fait, ce que les gens savent pas, tu as même accès aux comptes bancaires et aux cartes bleues des clients. Ouais. Et tu peux payer. Oui, mais il y a toujours un système. Justement, je trouve que les gens qui ont peur de ça, ils ne se rendent pas compte que c'est pas aussi facile de voler de l'argent à quelqu'un. Quand c'est la carte des paiements, au nom du client, il doit souvent valider depuis son téléphone la transaction. Et c'est très facile, mais même à un client, ça, peut-être pas tout le monde le sait, mais le client peut faire une carte virtuelle d'assistante et il peut mettre énormément de limites de montant par jour, les jours d'utilisation de la carte aussi, et c'est très balisé en fait. Mais d'ailleurs, c'est super intéressant parce que, alors ça, c'était un prof qui me l'avait dit. À l'époque, il m'avait dit,
si tu veux vraiment savoir quelque chose sur quelqu'un, tu regardes ses relevés de carte bleue et son historique Google Chrome. Et tu sauras beaucoup plus sur la personne que ce qu'elle te dit ou ce qu'elle raconte, tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant, je pense, ou d'ailleurs les conversions privées. Le prof m'avait dit aussi si il y avait une panne sur WhatsApp et que toutes les conversations étaient ouvertes, il y aurait une guerre mondiale. Oui, et moi, c'est quelque chose auquel je pense souvent aujourd'hui, c'est que souvent on me pose cette question sur la confidentialité en me disant est-ce que tu as des contrats en place ou ça. Mais les gens ne se rendent pas compte ils se posent ces questions quand ils travaillent avec un freelance, mais ils ne se rendent pas compte que le nombre de messages privés que les gens envoient à des amis, à des gens de leur entourage en disant que ça reste entre nous, je te dis ça qu'à toi, s'il te plaît, ne le dis à personne, et que la personne qui le reçoit fait un screenshot et l'envoie à 3 autres personnes derrière. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, en fait, qu'énormément de choses qu'ils pensent, ils pensent garder secrètes, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont au courant. Ouais. Mais justement, toi qui as le nez un peu sous le capot, tu vois, des business, est-ce que les entrepreneurs mentent? Oui, sur les réseaux sociaux. Sur quoi? Ils montrent une image qui n'est pas du tout alignée avec là où ils en sont avec le business. Ils se rendent plus successful qu'ils sont? Oui. Ils disent des chiffres qui sont faux? Non, ça, j'ai pas vu souvent. C'est vraiment juste l'image de self-made man millionnaire et en fait, c'est pas la réalité. Ou bien la personne qu'au niveau dev perso, elle est très épanouie, très à l'aise avec tout le monde, qui vraiment a trouvé l'équilibre et non, en fait, derrière, psychologiquement, en fait, ça va pas si bien que ça. Est-ce que moi, tu dirais que je suis un menteur? Alors, non, tu n'es pas un menteur. Après, ce que tu fais, c'est que quand... en fait, ça me fait rigoler quand tu le fais, mais par exemple, quand tu fais quelque chose pas top, tu vas toujours trouver une philosophie pour justifier en fait, ce que tu fais. Oui. En fait, c'est comme si je ne sais pas si vraiment tu te sens toujours OK avec ta façon de faire, mais parce que, par exemple, sur tes posts LinkedIn, moi, je vois très bien qu'à chaque fois, en fait, tu inventes une philosophie pour en fait, tu arrives à n'importe quel comportement que tu as et tu arrives à le présenter de façon valorisante, positive. Ouais, c'est intéressant parce que tu sais que... Est-ce que tu as vu que Xavier Niel, il a fait une conférence? Ouais. Ouais. C'est dingue. Et tu sais, il y avait un juge qui... En fait, il a dit un truc avec un juge qui s'appelait Van Rompuy ou je sais pas quoi. Et en fait, Xavier Niel, il a toujours... moi, j'ai toujours aimé Xavier Niel, Bernard Tapie. Et Xavier Niel... Des pirates. Pirates. Et à des moments, il a dit... Nous, on est très comme ça, tu sais. Moi, j'ai toujours été alignée avec ton discours un peu de rebelle. Mais tu vois, Xavier Niel avait dit, à un moment, il faut un peu jouer avec la zone sombre. Tu vois, il avait dit dans la conférence, c'est-à-dire... Et le juge lui a dit... en fait, l'expression, c'est mordre la ligne. Oui. Okay. Et le juge a dit à Xavier Niel, parce que Xavier Niel est en prison, un peu de gens que ça... Le juge a dit... mordez la ligne, mais ne la dépassez jamais. Tu vois. Et je pense en business... à des moments, il faut être un peu créatif, prendre des risques. J'ai regardé tu connais Succession, la série? Ouais. Mais je n'ai pas regardé. T'as pas regardé? Mais moi, je suis d'accord avec ça. Enfin, moi, j'adore. C'est les entrepreneurs que j'adore accompagner. C'est justement ceux qui cassent un peu les règles et qui osent faire des choses que les autres n'ont pas fait. Et moi, franchement, je ne juge jamais. Au contraire, j'admire beaucoup le courage. Petite parenthèse, mais Xavier Niel aussi a conseillé à dire que faire un peu de prison, c'est bien pour le business. Lui, il a fait 1 an de prison. 1 an de prison? Ouais. Donc, tu vois, si ça t'arrive... Ah, mais lui, il est... non, écoute, non, parce que... j'ai une team, maintenant, expert comptable et tout. Là, je vais prendre du juridique. Tu sais pas encore, mais... parce qu'il faut se baquer fort. Ouais. Donc, non, mordre la ligne, ouais. Non, est-ce que j'ai mordu la ligne? Je sais pas. Mais il y a des moments où il y a des trucs, en fait, où tu perds de l'oseille, il y a des moments, des trucs...
À un moment, il faut se dire, bon, allez, c'est bon, c'est parti, pas grave. Et très vite, se dire... En fait, il y a ce truc un peu pertes et profits, tu vois. Et en fait, je pense que quand tu es entrepreneur, faut faire... En fait, à des moments, tu fais des conneries et il faut pas rester 2 mois en te disant, putain, j'ai perdu 10 000 € sur ce truc-là. Mais moi, je suis vraiment comme ça et justement, je comprends pas pourquoi tu me reprends souvent sur mes choix d'investissement parce que si j'investis de l'argent, vraiment, je suis prête à le perdre et je suis pas très attachée à l'argent. Même si je fais un mauvais investissement, je veux pas me retrouver en dépression en me disant non, mais j'ai perdu. En fait, vraiment, jamais je ferais ça. Ouais, mais parce que je trouve... en fait, je trouve que tes investissements sont très risqués. En fait, est-ce que tu détiens des ETF, par exemple? Tu détiens pas d'ETF? Non, c'était prévu. C'était prévu cette année. Après, j'ai acheté un parking à la place. Mais, t'as acheté des parkings? Ouais. Alors, je pense, parking intéressant. Mais le fait qu'à des moments, tu me dis, ouais, je veux gagner de l'argent. Parce que toi aussi, t'es marrante. Parce qu'à des moments, tu me dis, tu fais des choix et tu t'aimes bien aussi les justifier. Par exemple, quand tu m'as dit, oui, mais moi, quand je parle des actions des ETF aux entrepreneurs de mon mastermind, ils rigolent parce que eux, ils achètent des cryptos pour devenir millionnaires. C'est vrai. Mais, alors, pas de conseil en investissement, mais quand tu es un professionnel, tu peux faire du stock picking, acheter du Amazon, du Alibaba ou des choses comme ça. C'est quand même démontré que la stratégie d'investissement la plus rentable, c'est la plus simple, c'est d'acheter des ETF. Ouais, mais je suis d'accord. Après, moi, si je fais un investissement, c'est pas parce que, en fait, je n'ai jamais investi dans un seul truc. Tu vois, moi, j'aimerais investir un peu dans l'IMO, un peu dans des business, des startups, et varier. Mais aussi, j'apprends. Et après, je pense que toi, tu as été beaucoup mieux éduqué que moi à ce niveau-là. Moi, pas du tout. Il faut voir ce que c'est de grandir. Moi, j'ai grandi dans un village de 19 habitants. Oui. Voilà, je viens d'une famille très simple. Personne dans mon entourage... le seul investissement dont on m'a parlé avant mes 35 ans, c'était l'assurance vie. J'ai jamais entendu parler d'autre chose. Donc c'est pour ça, start-up, je trouve que par rapport à l'argent que tu possèdes, et en fait, je pense qu'il y a des... et tu m'avais dit à l'époque, que tu voulais faire de l'oseille sur des gros coups, et du coup les start-up, c'était le... J'entends, mais c'était très risqué, donc... Oui, mais un conseil aussi, Oussama, je crois qu'il avait dit ça, il disait investissez dans ce que vous connaissez. Et moi... je ne suis pas travailler à des familles, mais je pense que je suis assez douée pour connaître un fondeur, échanger avec lui, pas regarder le business plan parce que je sais que ça n'a aucun sens, mais vraiment sentir s'il a le potentiel ou pas. Et ce n'est pas une garantie, évidemment, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer après. Mais tu vois, là, dans la boîte dans laquelle j'ai investi 25 000 €, je crois beaucoup dans les deux founders. Après, je sais qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais vraiment, je crois beaucoup en leur capacité, à leur intelligence, à leur mindset. Si je perds cet argent, vraiment, c'est pas grave. Le fait de me dire, j'investis dans une boîte d'IA, mais juste pouvoir dire cette phrase, mais je me sens dingue, je suis trop fière, je suis trop contente. C'est juste que c'est pas très diversifié, quoi, les VC. Je prends plus beaucoup d'argent. En plus, je vais en avoir, plus je vais investir. Mais voilà, mais si ils crachent la boîte dans un an, tu dis bah ok, j'ai essayé quoi, j'ai tenté. Non. Oui, je dirais ça. Et tu vas pas avoir de regrets sur les 20. Je suis vraiment détachée de l'argent. On va passer à la dernière partie de ce podcast. Je vais te donner des domaines de ta vie et tu vas me donner ton niveau de satisfaction sur 10 dessus. Et tu n'as pas le droit de dire 7. Ok. Je te dis argent, satisfaction financière. 10. 10 ? Je sais que ça peut paraître fou. J'ai écrit un post LinkedIn sur ça qui va sortir. J'ai compris que en fait, je me sens libre financièrement, dans le sens que je me sens OK avec mon niveau d'argent actuel. C'est-à-dire avoir 6 mois d'économie sur mon compte perso, 6 mois de trésor de côté et être propriétaire de ma maison, en fait. Je me sens confiante dans ce que je fais, dans ce que j'ai appris dans le business. Je sais que j'ai appris à faire de l'argent. Je vais toujours pouvoir en faire un petit peu, ce qu'il me faut pour vivre correctement.
Et donc, je me sens vraiment bien financièrement. Alors que j'ai un petit salaire, j'ai un petit appartement, je n'ai pas vraiment fait des gros investissements à part celui dans la start-up. Mais juste, je me sens que je suis OK. Donc, moi, tout ce que je veux, en fait, c'est une maison, une petite maison avec jardin. J'aimerais avoir des bureaux à Cannes, une Jeep. Tu vois, Une Jeep, ouais. Ouais, et franchement, c'est tout. Ouais. Et C'est un tout. Patas à New York. Un Patas à New York. En fait, je sais que mon niveau de bonheur, il est tellement décorrélé de ça. Et je ne le dis pas parce que j'ai lu un livre sur le sujet et que ça m'a convaincue. C'est que vraiment, moi, j'ai toujours cette image. Il y a des moments où je suis assise dans le lit Ikea premier prix de mes enfants. On n'a pas de télé à la maison. Je suis avec mon laptop sur mes genoux. On regarde un film ensemble et je mets 2 enfants à côté. Et je me dis, est-ce que si j'avais 1 million à la banque, est-ce qu'en ce moment-là, je serais plus heureuse en fait? Je me sentirais plus épanouie, comblée. En fait, la réponse est non en fait. Donc en fait, c'est que moi aujourd'hui, je me sens épanouie dans ce que je fais. Je me sens bien. Après, c'est quelque chose aussi qui arrive avec l'âge. Je n'aurais pas pu dire ça à 25 ans. Et donc, je me sens que tout ce qui va arriver en plus, c'est du bonus. Se dit satisfaction amie. 8. J'ai des amis. Alors, les amis, surtout pour les entrepreneurs, surtout pour les parents, c'est un effort. J'en ai parlé hier avec Nina Ramen, il faut avoir des rendez-vous fixes dans la semaine pour voir les amis. Moi, j'ai le mardi matin la balade avec les copines. J'ai mon assistante qui est aussi une copine que je vois une fois par semaine. Et je vais à la salle avec une autre copine. Donc c'est mes rendez-vous pour les amis. Si je te dis satisfaction en amour. 8 aussi. Je ne sais pas si on parle d'amour en général ou de couple. En tout cas, moi je me sens que j'ai beaucoup d'amour dans ma vie. Mais aussi parce que j'essaye en fait d'en donner et je pense que vraiment que quand on veut avoir plus de quelque chose, il faut juste en donner davantage. Si je te dis satisfaction en santé. Ça c'est dur là. Si je peux pas dire 7, j'hésite. Entre 6 et 8. J'ai envie de dire 8 juste parce que j'ai envie de donner une note positive et d'essayer d'être fière de où j'en suis aujourd'hui. J'aimerais faire plus de sport, j'aimerais mieux manger, j'aimerais faire beaucoup plus à ce niveau-là. C'est en cours. Donc là, je tiens à dire, à parler de ça. Moi, je déteste le sport, j'ai toujours détesté ça. J'ai essayé plein de sports, plein de routines. J'ai jamais réussi à tenir sur du long terme. Depuis septembre, donc depuis 1 an, je me suis fixé un objectif faible. En fait, juste aller 2 fois à la salle. Je ne dis pas combien de minutes je vais, mais juste 2 fois par semaine, je dois aller à la salle. Et il y a des fois où je suis allée et je ne suis pas descendue de la voiture. Je suis restée dans le parking de la salle. Mais ça compte comme genre j'y étais. Et en fait, le fait d'avoir tenu cet engagement pendant 1 année et je sens que je veux le garder toute la vie, ça c'est l'engagement minimum, ça m'aide beaucoup dans le boulot. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je sors de la salle et j'ai fait quelque chose que je déteste, mais je sais que c'est bon pour moi et que c'est de la discipline, ça renforce en fait mon niveau de discipline. Mais en fait, je me dis... en fait, je sens vraiment, il y a un espèce de monologue entre moi et mon inconscient qui me dit, voilà, t'es pas une fille toujours perdue, incapable d'avoir une routine, incapable de faire quelque chose qu'il n'aime pas. Tu es capable de faire quelque chose que tu détestes. Et tu le fais que parce que c'est bon pour du long terme. Voilà, tu es plus forte que ce que tu crois, tu n'es pas aussi perdue que tu le crois. Et je me sens fière de moi. Et ça, après, je ressens, cette confiance, cette fierté dans mon boulot. Je me dis, dans le boulot aussi, je dis toujours que moi, je suis incapable de travailler dans un environnement trop structuré. Mais non, peut-être que je peux y arriver. Si je te dis satisfaction, bonheur. 9. C'est quelque chose qui arrive avec le temps. Je l'ai dit, mais c'est quelque chose aussi d'âge. En fait, je pense qu'avec l'âge, c'est une certaine maturité, un certain épanouissement.
Mon bonheur vient beaucoup de mon travail et des actions en fait que j'ai faites dans ma vie qui m'ont montré qu'aujourd'hui vraiment mon bonheur vient du fait que je peux faire ce que j'aime de la façon que j'aime et il n'y a rien qui me rend plus heureuse en fait d'avoir cette liberté, cet alignement dans la vie. C'est vraiment pour moi, enfin, c'est vraiment le plus grand bonheur. Et ce que je recherche aussi, c'est moi, mon bonheur, c'est pouvoir être moi-même et pouvoir être moi-même dans tous les domaines de ma vie. Vraiment, c'est le plus grand bonheur. Merci Madalena. Les auditeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Comment s'ils veulent travailler avec toi, comment ils font? Je conseille LinkedIn, Maddalena Martini ou vaworld.fr. Merci d'être venu. Merci, Un plaisir.